Dans les épisodes précédents de cette série consacrée à l'école de l'astrologie autrement, on a parlé du parcours de Tristan et des particularités de son enseignement. Aujourd'hui, j'ai envie de voir ce que ça donne concrètement du point de vue des élèves apprenants. Comment les cours sont construits, ce qu'on traverse, ce que ça bouscule parfois et ce que ça transforme. Je suis Domiti, élève de Tristan, et c'est parti pour l'épisode 4. Bonjour Tristan. Bonjour Domiti, comment vas-tu? Alors, je vais très très bien. Et toi? Très bien aussi. Ravi de te retrouver. Idem. Alors, est-ce que tu peux, nous raconter comment sont construits les cours, de l'école? Est-ce que ça se passe en groupe, en one to one, en visio, en présentiel, pour quel niveau? OK. Alors les niveaux, on va partir de ça. Ça va de l'initiation, de base, pour des personnes qui n'y connaissent rien, jusqu'à, un programme de recherche, qui est OK. quelque chose qui est en en mise en place cette année, en fait. Il y a un premier programme de recherche qui est en cours, et qui va être proposé de manière, plus, systématique. En fonction des élèves, enfin des élèves, c'est plus des élèves, hein, en fait des astrologues chercheurs qui auront envie de faire une recherche dans le cadre de l'école. Mais avant d'en arriver là, bah, il y a toute, l'initiation depuis les bases jusqu'à, à ce niveau d'expertise, on pourrait dire. Donc ça consiste en pour les formations initiales, une formation pour apprendre à décrypter le thème natal où on va, apprendre les bases de l'astrologie, les signes, les astres, les maisons, les points, immatériels, les aspects, enfin toutes les choses, le package basique de l'astro. Mmh. L'année qui suit, toujours dans les formations initiales, c'est de comprendre, l'idée c'est de comprendre comment on peut actualiser un thème, comment on peut comprendre à un instant T, comment, l'énergie astrale peut nous affecter dans l'instant T, non plus dans la structure de l'individu. Donc on est censé avoir acquis les bases et de commencer à articuler, une compréhension de comment un individu avec sa propre structure, peut être affecté par des mouvements d'énergie qu'il rencontre tout au long de sa vie. Ça, c'est les formations initiales qui se font sur 2 ans, mais qui peuvent se faire sur 10 ans si on en a envie, hein. C'est un travail, perpétuel. Et donc ça, c'est en groupe? Oui, c'est en groupe. Pour l'essentiel, aujourd'hui, elles sont proposées en visio. Mmh. Donc, à raison de, 2 soirs par mois pendant 6 mois pour la partie, cours, de base et ensuite des ateliers qui sont proposés dans les 4 mois qui suivent au même rythme. Donc on peut faire ça sur une année ou on peut ne prendre que les cours si on n'a pas envie de verser vers la pratique, ou on peut aussi ne faire que la pratique si on a déjà des bases et qu'on a envie, sur les 4 mois finaux de l'année, c'est-à-dire de mars à juin, venir, s'exercer avec, l'approche, des ateliers que je propose. L'approche des ateliers ayant pour but de nous mettre, le pied à l'étrier pour commencer à aborder des choses dans le concret, et l'idée, c'est qu'à la fin d'une année, on puisse en groupe faire une consultation. On le fait ou on le fait pas en fonction de l'avancée du groupe, mais jusque-là, je l'ai toujours fait, et ça se passe bien. Donc c'est en groupe, en visio. À une époque, je faisais, ce même programme en 6 jours en stage. Oui. Oui, heu, ça fonctionnait. Ouais. Et le présentiel, est très intéressant Ouais. pour ça. C'est très fatigant, heu Ouais, j'imagine. heu et donc pour l'instant, je préfère le faire comme ça, mais peut-être qu'un jour, j'en mettrai une formule du genre, 3 week-ends. Ah oui. Voilà, en 3 week-ends, on fait le programme, mais comme l'école est pas très centrale, sur la France, je préfère faire de la visio et quand je fais des stages, les concentrer sur un sujet thématique. Mmh. Hem OK, et je conseille à tout le monde de venir passer quelques jours à Bormes-les-Mimosas, où ton école est sur une des places. Oui. C'est magnifique. Oui, le lieu est agréable.
On rentrera plus en détail dans les différents niveaux dans l'épisode prochain, Oui, si tu veux. avec plaisir. Est-ce que Tristan, tu as des règles d'or pour les cours collectifs, notamment, en visio? Combien de personnes déjà? Je sais plus si on l'a pas dit, combien de personnes maximum par Ben, cours? je mets un maximum de 20, mais ça peut arriver qu'il y ait des inscrits en plus, s'il y a une personne en plus qui veut s'inscrire et qui a pas envie d'attendre une année, étant donné Oui. que je fonctionne sur des calendriers scolaires, ça peut arriver qu'il y ait plus de personnes. Mais l'année dernière, on avait plutôt moins, on était plutôt aux alentours de Mmh. 18, ou 15 ou 16 personnes par session. Bon, ensuite, c'est de la visio. Dans la visio, la présence, collective est moins, prégnante en termes d'énergie que quand on est en salle. Et puis sur les groupes, il y a toujours des gens qui vont être plus en retrait, plus discrets que d'autres, même si on va essayer d'aller les chercher un petit peu. Ce qui fait que ces groupes fonctionnent bien et que tout le monde arrive à s'exprimer, même ceux qui ont du plus de difficultés, on arrive à trouver des moments pour qu'ils puissent rentrer dans un travail d'expression, personnel avec tout le monde. Il y avait une autre question, mais je me Oui, plus. c'était par rapport aux règles d'or. Ah, les règles d'or. Hem, il y a un principe de base, c'est que toutes les sessions sont ouvertes avec, un moment où tout le monde peut poser une question. C'est-à-dire que l'idée pour moi n'est pas de verrouiller, les cours dans une thématique, que je dirige à 100, mais, de donner des espaces de respiration où, on va prendre 20 minutes au début de chaque cours pour que quelqu'un qui a une question qui lui gratte la tête, même si elle est un peu décalée par rapport au sujet du cours de la journée, puisse, s'exprimer et poser sa question. Ça, c'est un point important. Deuxième point important, c'est que la manière dont, j'enseigne et donc j'aimerais, trouver d'autres enseignants pour continuer, c'est beaucoup par l'imprégnation et l'imprégnation sur des exemples de vie. Donc, c'est, très accueilli, de voir, de pouvoir poser des questions sur son propre thème et tout au long de l'année, surtout pour les cours d'initiation de base, on va travailler avec nos thèmes. Ça va être, notre référentiel pour tester l'astrologie. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu me racontes, je me reconnais dedans ou pas du tout? Si je me reconnais pas du tout, il faut qu'on se pose des questions ensemble, dans la manière dont on a compris les choses, dans la manière dont on les a interprétées. Hem, bon, après des règles d'or, j'en ai plein. Je ramène beaucoup les gens à la précision dans les mots. Parce que je pense que ça, on l'a déjà vu, je crois, dans l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, ou celui d'avant, où j'avais expliqué que l'astrologie, c'est un langage. Et donc, dans la notion du langage, il y a la notion des mots, des verbes aussi, hein, pourquoi pas. Et il y a une notion de traduction depuis le langage symbolique astrologique vers le langage humain, qui est notre langage parlé. Et cette traduction, elle a besoin d'être précise. Et historiquement, l'astrologie s'est construite dans ses enseignements avec beaucoup d'analogies entre la définition des astres, la définition des maisons, la définition des signes, qui crée une forme de confusion. Donc, une des règles d'or, parce que c'en est une importante, c'est de développer une capacité d'avoir des acceptions précises sur, ce qui va différencier un astre et un signe et une maison qu'on aurait tendance à associer habituellement. Par exemple, le soleil, la maison 1, le bélier, ce sont des associations, qu'on peut faire, ou Mars plutôt avec, la maison 1, pardon, associé au bélier et cetera. Bah, on va apprendre à distinguer, à discerner, à faire la différence entre qu'est-ce que c'est que Mars, qu'est-ce que c'est que le bélier, qu'est-ce que c'est que la maison 1? Avec des mots clairs, avec des mots précis. Pour, ne pas, se perdre dans des confusions. Après, on n'arrive plus à interpréter des choses qui semblent, en apparence, contradictoires. Donc, c'est vrai que je suis assez précis au niveau du langage, mais c'est tout le travail de l'apprentissage. C'est,
de faire justement cette réflexion, personnelle sur ce qui discerne une définition d'une autre dans, l'identification ou l'interprétation d'un astre ou d'une maison ou d'un signe. Tu acquiesces. Oui, oui, tout à fait. Et moi, ce que j'aime aussi, dans la manière dont tu enseignes, c'est en visio, ça peut vite être le bazar, en visio avec, 20 personnes, mais c'est que, ça ne parle pas, à tort et à travers, quoi. Et tu arrives et on tu nous apprends vraiment à écouter, Ah oui. à écouter et puis on peut parler de Mozart peut-être aussi, Ah, Tristan? Mozart, oui. Ah, c'était une petite phrase, que j'utilise plus dans les stages, mais je crois que en visio aussi, où je dis: «Après Mozart, c'est encore du Mozart». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quand on a déroulé, une énergie particulière et en astrologie, ce qu'on les moments qui vont ressembler à ça, c'est des moments où, on va travailler, alors peut-être ça peut être, mmh, en one to one avec le groupe qui est à l'écoute, pour essayer de comprendre quelque chose qu'une personne a du mal à comprendre. Bon, et je fais creuser le sujet, je fais poser des questions, puis à un moment, il y arrive une compréhension. Et ce moment-là est un moment qui est sacré pour moi. C'est-à-dire que tout le monde, collectivement, a participé intérieurement à ce que la compréhension et l'éclairage se fassent. Et au moment où l'éclairage se fait, il y a comme une forme d'énergie qui fait comme ça et qui demande, à ce que, pour moi, hein, à ce qu'on soit silencieux et qu'on accepte ces 1, 2, 3 secondes de silence qui va permettre à ce que à ce que toute cette compréhension collective s'imprègne chez chacun. Et pourquoi je le dis et je le répète, c'est parce que quelquefois on a des esprits un peu zébulons, qui, immédiatement vont vouloir, parce que pour certains ce travail a pu représenter une forme de pression et il faut dépressuriser. Et donc on peut avoir tendance à faire les ébulons et à sautiller et au lieu de laisser s'intégrer la compréhension en profondeur, de sautiller sur d'autres questionnements qui sont pas très intéressants dans le moment, dans l'instant, ce qui va détruire, l'intégration profonde de ce qui a été, étudié pendant un moment. Donc j'essaye d'apprendre à respecter ce temps, même si on a cette espèce de pression interne qui a envie de rebondir tout de suite pour aller sur autre chose. Je trouve que c'est important d'apprendre à écouter le silence après quelque chose qui a été, un travail d'intégration collective. Ça dure quelques secondes, hein, on n'y passe pas le cours. Oui, oui, mais c'est essentiel ce temps effectivement. Mmh. Qu'est-ce que tu observes comme évolution, chez eux au fil de leur parcours entre une éventuelle déstabilisation, au début, et leur évolution au fil des mois et des années? Alors, ça dépend de l'antériorité et puis après ça dépend de chaque individu. Ouais, Il y a des gens qui ont fait un parcours avec moi, qui avaient très peu de structure, de connaissances astrologiques et donc qui rentrent assez bien et assez vite dans les concepts que je développe, et qui peuvent avoir comme défaut de s'y arrêter, c'est-à-dire finalement de reproduire ce que je transmets, mais pas très nourri par, heu, une intégration personnelle, mais c'est normal, hein, ça prend du temps, d'intégrer les choses. Et donc pour eux, le travail, ça va être d'enrichir, personnellement par leur propre expérience, et de trouver, leurs pattes, par rapport à ça. Il y a des personnes qui viennent avec des gros bagages pour qui, l'approche que je développe, va créer, un petit schisme dans leur cerveau et il va y avoir un travail de désapprentissage et de réapprentissage. Ce qui est essentiel, hein, même, pour moi, quel que soit l'enseignant ou l'enseignement,
on arrive avec des bagages souvent et si on veut bénéficier d'un enseignement, il faut apprendre à désapprendre, c'est-à-dire à identifier nos réflexes, qui feront qu'on va, prendre une matière avec des acquis, heu, qui sont automatiques sans s'en rendre compte et finalement être capable de remettre en question, certains de ces automatismes pour pouvoir, intégrer une nouvelle approche. Et sinon, d'une manière globale, bah, je il y a toutes sortes d'apprenants, hein. Il y a des gens qui viennent, sur mon enseignement et qui restent, 1 année, ça leur plaît et puis après ils font autre chose de leur vie ou ils vont voir d'autres enseignements. Il y en a qui restent, voilà, qui me suivent depuis, 7, 8, 9 ans, aujourd'hui. Ce que je constate et c'est un peu mon objectif, c'est que l'idée, c'est qu'on puisse s'approprier la matière. Heu, je sais plus qui disait ça, je sais même pas si c'est une citation d'un auteur, mais, en gros, un vrai maître, fait des maîtres, pas des disciples et c'est vraiment mon objectif, c'est de transmettre ce que j'ai à transmettre, pas pour créer une petite cour de disciples, mais pour que des gens s'approprient, la matière, à leur façon et la maîtrisent. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de la devise de l'école, enfin l'une des devises de l'école? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. La Il y en a surtout une qui est, Ouais. la alors je tiens, si je l'ai plus parfaitement en tête, Tu veux que je te la dise? Je l'ai sous les yeux. ouais, vas-y. C'est juste pour pas que je dise une bêtise. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Voilà, bon ça va, je l'avais à peu près en tête. Hem, alors c'est Albert Einstein qui a dit ça et donc ça insiste sur un point, sur le fait que sans expérience, on n'a pas de connaissances. On a, un savoir, constitué de données. On a une banque de données, d'informations, mais la connaissance, profonde, c'est quelque chose que l'on a expérimenté. Hem, pour, Einstein, c'était peut-être de l'expérimentation scientifique. Pour, l'école et dans le cadre d'un enseignement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir expérimenter l'astrologie sur soi d'abord, parce qu'on est le premier sujet. Heu et le sujet le plus évident et sur lequel on a le plus de connaissances, sur lequel on peut expérimenter. Voilà, donc ça, c'est une devise c'est la baseline ou la devise de l'école, qui met l'accent sur le fait que l'expérimentation va être, notre, mode opératoire pour passer d'une information, passive à une intégration, active en soi, d'une forme de connaissance. Voilà la devise de l'école. OK. Hem, Quelle est la phrase que tu t'entends, peut-être malgré toi ou le plus souvent répéter à tes élèves apprenants? Ah ah! Ça va être, «Vous me suivez?» Dans le sens, où je vérifie, je check très souvent si ce que je suis en train de raconter, je suis en train de parler dans le vide à moi-même ou est-ce qu'en face de moi, j'ai des gens qui suivent le déroulement de ce que je raconte? Donc je fais très souvent cette vérification, qui est: «Vous me suivez? Tout le monde est bien là? Vous n'avez pas décroché?» heu, voilà, pour éventuellement reprendre, le propos, le dérouler d'une autre manière, pour savoir si j'ai perdu des gens en chemin. Donc je dis souvent: «Vous me suivez». Ah oui. Ah, je fais plus attention la prochaine fois parce que j'avais jamais remarqué que tu disais souvent ça. Dans un précédent épisode, on avait parlé de la phrase: «Pourquoi tu dis ça?» Ah oui! Alors ça, c'est une question, qui va intervenir dans un travail
de de pratique, en fait, Oui, d'atelier ou d'exercice. oui. OK. Atelier et exercice, c'est vrai que, dès que la mise en situation est une mise en situation où l'apprenant devient actif, dans son expression interprétative, je vais souvent, demander, à la personne: «Pourquoi tu dis ça?» Et la question étant sans malice, mais Oui. pour développer la réflexion, individuelle sur le déroulé de la pensée. Mmh, mmh mh. Parce qu'on a Bien sûr. trop d'automatismes en astrologie où on dit: «Ah ben ça veut dire ça, ça veut dire ça» et on n'y réfléchit plus, en fait. Oui, oui, oui et puis cette petite phrase, elle évite que, en groupe, tout le monde parle à tort et à travers, sans avoir réfléchi avant de pourquoi je vais dire ça. Ouais, hein, c'est pas pour inhiber la parole, hein, mais Non, non, mais ça permet de cadrer un peu enfin moi en tout cas j'apprécie beaucoup. et donc quand je suis sur des cours un peu plus magistraux, je dis souvent: «Vous me suivez». OK. Bon j'imagine qu'on te suit, hein, quand même parce que tu as l'art d'expliquer les choses d'une manière tellement, enfin t les mots que tu utilises, enfin, je pense que tu es quelqu'un que l'on suit, assez bien quand même, non? Je pense, j'espère. Après, quelquefois, la matière est complexe. Si on revient sur les cours d'initiation ou d'actualisation du thème, ils sont quand même hyper denses et quelquefois, j'ai l'impression Ouais. que, heu, cette densité peut faire qu'on décroche, en fait. Mmh. C'est pas forcément que je m'en irais dans des sujets stratosphériques, incompréhensibles, mais c'est très dense, l'astro. Donc il faut Mmh. de l'attention. Oui. Et cette attention, on peut la perdre, par un moment de fatigue, des choses comme ça. Toutes les Mmh. cours se font entre 18 heures et 21 heures. Oui. Ça peut être des fins de journée fatigantes, Mmh. donc quand je touche un sujet qui est un peu subtil à comprendre et qui pour moi est fondamental, j'essaie de m'assurer que j'ai perdu personne en route. OK, bon et beh, écoute, c'était la fin de ce quatrième épisode. On se retrouve vite pour le cinquième, dans lequel je te poserai une question très pragmatique. Comment savoir quels cours sont faits pour moi? En fonction de mon niveau. OK, bon, bah, je suis impatient. À très vite À très Tristan. vite.